Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver. On va démarrer avec le programme d'abord. Et focus aujourd'hui, un petit dernier pour la route avant la fin de la saison. C'est évidemment un épisode de La Famille Tout Écran qui nous attend dans un instant. Et puis après, bien, il y a toujours une idée derrière la tech. Et puis c'est aussi la dernière de la saison pour Jeanne Dreyfus. Merci beaucoup d'être parmi nous. Jeanne, de quoi vous allez nous parler? Eh bien écoute, c'est l'été. Évidemment, personne ne l'ignore. Donc je vais vous faire un petit panaché de recommandations estivales avec expo, lecture, compagnie, tout ça quoi. On adore. Et ben on découvre ça dans un instant. Merci beaucoup. Et puis c'est notre sujet du jour. Vous allez voir, elle a grandi à Sevran dans une famille mauritanienne de 7 enfants, rien que ça. Et rien ne l'a prédestinée à intégrer une grande école de commerce et surtout à réussir. Et pourtant, vous allez le voir, elle a déjoué tous les pronostics et elle accompagne depuis des porteurs de projets dans des quartiers populaires avec une conviction simple. L'ambition, ça s'apprend. Son parcours, sa vision, son engagement et sa conviction, parce qu'on dit conviction et pas conviction. On en parle avec vous, Awa Dramé. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes la fondatrice de Time to Start. On en parle dans un instant, juste après le focus. Vous les avez adorés pendant toute la saison, évidemment, et comme on sait que vous nous en redemandez, eh bien vous voilà servis. Voilà, tout de suite, un nouvel épisode de La Famille Tout Écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Chose maintenant, il y a des parcours qui dérangent, des trajectoires qui étonnent et des voix qu'on n'entend pas assez, parfois parce qu'elles viennent d'ailleurs ou parce qu'elles refusent les discours établis. Alors aujourd'hui dans l'émission, on va écouter une femme qui pose une question, celle de l'ambition. Cette question justement, on va l'écouter dans un instant dans la première partie du talk. Première partie d'interview, première partie du talk avec vous, Awa Dramé. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice de Time to Start. Juste avant de parler de ce que vous faites avec Time to Start, je le rappelle, vous avez grandi à Sevran, en Seine-Saint-Denis, dans une famille mauritanienne de 7 enfants, dans un environnement où les perspectives semblaient parfois étroites. C'est ce que vous dites en tout cas dans les interviews que vous avez pu donner par le passé. Et dans ce cadre, c'est vrai qu'on imagine mal une jeune fille viser une grande école de commerce. Et à un moment, vous avez senti que vous pouviez vous aussi rêver plus grand. Racontez-nous. Effectivement, j'ai eu le déclic en deuxième année d'études. En fait, c'est un professeur qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah ouais, je pense que tu as la possibilité d'intégrer une grande école, donc fonce ». Et à ce moment-là, je n'avais pas complètement saisi l'opportunité que c'était. Et en m'informant, en découvrant un peu cette école, je me suis rendu compte que c'était une vraie opportunité. Et du coup, j'ai fait une préparation pour le concours d'entrée dans cette grande école qui est ESCP Europe. Et ensuite, j'ai intégré un master management grande école avec une spécialisation en entrepreneuriat. Alors, on va en parler justement. C'est grâce à un programme appelé Passeport pour les grandes écoles, justement, que vous avez pu intégrer l'ESCP Europe, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises. Comment vous avez vécu cette transition presque aussi c'est un saut dans deux mondes que tout oppose. Effectivement, au départ, on a un peu le syndrome de l'imposteur. On se dit, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on est fait j'imagine. Pour ce monde-là des grandes écoles. Et finalement, en intégrant cette école, je me suis rendu compte que j'avais le potentiel pour réussir, que je n'avais pas à avoir honte finalement et que j'avais mérité ma place dans cette école. Donc j'étais assez fière au final d'obtenir ce master. Je peux comprendre. Passer par ailleurs d'un quartier populaire à une grande école parisienne, c'est souvent découvrir un monde où l'on ne connaît d'ailleurs ni les codes, ni les réseaux aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à votre arrivée dans cette grande école? Alors, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les opportunités. En fait, moi, je venais d'un monde où, finalement, on n'avait pas réellement accès à l'information. D'ailleurs, je ne connaissais pas réellement le monde des grandes écoles avant d'intégrer ESCP Europe. Oui. Là, on a finalement un peu tout dans cette école. Il y a un incubateur qui est intégré à l'école. On a des investisseurs qui y viennent. On a le lien avec ces grandes entreprises. Et c'est vrai que ça change quand on voit toutes ces opportunités. On se dit, finalement, quand on est de l'autre côté du périph', on n'a pas nécessairement toutes ces opportunités. Donc, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et puis, on a forcément, j'imagine, en tout cas, du mal à les imaginer, ces opportunités, avoir en tête qu'on peut monter son entreprise dans le cadre de ses études, grâce notamment à cet incubateur. Beaucoup, en tout cas, auraient pu profiter de leur ascension sociale pour s'intégrer tranquillement dans un groupe, aller dans un cadre salarial, un CDI, et puis vous avez choisi l'action, vous avez choisi l'engagement aussi, l'entrepreneuriat social. Racontez-nous ce que vous avez fait avec Time to Start. Oui, parce que c'est vrai que ce parcours, ça m'a aussi beaucoup changé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des inégalités en termes d'opportunités, en termes de chances.
On n'a pas les mêmes chances de réussite lorsqu'on vient d'un quartier à Sevran ou quand finalement on a grandi dans un milieu parisien. Bien sûr. Et donc ça m'a un peu bousculée et je me suis dit que j'avais envie de changer les choses à ma manière. Et pour moi, l'une des manières le plus simple de pouvoir participer à ce changement, c'était d'accompagner les employeurs de demain, ceux qui vont créer de l'emploi dans nos quartiers, ceux qui vont pouvoir aussi prendre leur destin en main en étant des entrepreneurs. Et donc, on a décidé de lancer Time to Start, qui propose à la fois de l'accompagnement sur des programmes d'incubation et d'accélération. Et puis également, on a récemment monté un fonds, donc on propose du prêt gratuit, sans intérêt, sur des montants de 3 000 à 30 000 euros. Un dernier axe qu'on développe avec Time to Start, c'est l'accès à l'information. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je n'étais pas réellement au courant de ce qui existait en dehors de mon quartier. Et je pense que ça, sur l'entrepreneuriat, ça joue énormément. On a besoin de reconnecter les gens à l'information. On a besoin de comprendre ce qui existe. Aujourd'hui, il y a à peu près 20% des entrepreneurs issus des quartiers qui se lancent sans être accompagnés. Or, on sait à quel point l'accompagnement est un facteur clé de succès. Et souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui existe. Et donc, nous, on organise des événements au cœur des quartiers. Et on a notamment un concours de pitch qui est notre concours phare, qui est le concours Pose ton idée. Donc, c'est une scène qu'on met dehors, au cœur d'un quartier. Et on fait venir des gens qui ont des idées, qui viennent de poser leur idée sur scène. Des start-up, d'entreprise. Vous avez donc fondé Time to Start en 2016, me semble-t-il. Exactement. Pour accompagner, vous l'avez dit, des entrepreneurs issus des quartiers populaires. L'entrepreneuriat, pour vous, c'était la solution en tout cas comme levier de transformation sociale? Oui, c'est une voie de transformation sociale parce que, comme j'ai dit, on accompagne finalement les décideurs de demain. Et aujourd'hui, pour faire changer les lignes, pour faire bouger les lignes, il faut qu'on ait des décideurs qui sont issus de ces territoires. Il faut une vraie mixité en termes de profil, il faut une diversité. Et donc, je crois qu'accompagner les entrepreneurs, c'est une manière de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente Time to Start? Aujourd'hui, c'est plus de 400 entrepreneurs accompagnés, dont 70% de femmes. On a un axe quand même assez particulier sur les femmes entrepreneurs. On a plus de 280 entreprises qui sont lancées, plus de 230 emplois créés. Avec le fonds Sens qu'on a lancé il y a 2 ans et demi en partenariat avec la Fondation Mosaïque, c'est 400 000 euros de prêts qui sont accordés. Donc, c'est à peu près 30 entrepreneurs qui sont touchés. Donc, on est plutôt content de nos chiffres, sachant que nous, sur nos accompagnements, on est plutôt sur des accompagnements long terme, c'est-à-dire sur minimum 1 année d'accompagnement. Donc, on prend vraiment le temps d'appuyer sur tous les sujets, donc, que ce soit la structuration, le process, la stratégie marketing, parfois aussi le développement à l'international. Donc, on intervient vraiment sur toutes les phases stratégique de l'entreprise. Et donc, on est plutôt sur un accompagnement quand même de très haute qualité. Alors, je le disais, Awa, en introduction d'émission, parler d'ambition, c'est important. C'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous venez avec une question. Et moi, j'ai une question à vous poser, justement, parce que l'un de vos slogans les plus percutants, c'est « L'ambition, ça s'apprend ». Certains qui regardent cette interview peuvent se dire c'est peut-être un peu facile à dire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, l'ambition, ça s'apprend? Et surtout, comment on l'enseigne quand on est enseignant? Souvent, on se rend compte que certains entrepreneurs, et notamment les femmes, se mettent des barrières. On a déjà des barrières à l'extérieur, la discrimination, le manque d'accès à l'information, le système qui parfois empêche d'avoir certaines opportunités. Et donc, on ne peut pas se mettre ces barrières mentales. Ouais. Et donc, ce qu'on essaye d'insuffler avec Time to Start, c'est de se dire qu'on peut commencer petit. Il faut voir grand et il faut avoir cette ambition. Et donc, à travers notre accompagnement, on pousse déjà l'entrepreneur à démarrer. Je dis souvent, entreprendre, c'est agir avant tout. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit d'apprentissage par l'action. L'objectif, c'est d'enlever toutes les barrières. Parfois, on peut se dire, j'ai pas d'argent, donc je peux pas démarrer. Ou alors, je sais pas comment communiquer, je peux pas démarrer. Donc, voilà, toutes ces barrières-là, on va essayer de les enlever déjà. Et puis, on va pousser l'entrepreneur à aller plus loin. Donc, à la fois par des masterclass où on fait intervenir des entrepreneurs au parcours inspirant. On leur montre qu'ils peuvent démarrer finalement avec peu et aller loin. On essaye aussi de casser les barrières en mettant à disposition toutes les ressources nécessaires, donc de l'expertise, avec des séances de coaching individuelles, mais également collectives. Donc, on crée vraiment cette intelligence collective avec les entrepreneurs. Et puis, on pousse les entrepreneurs à aller chercher des financements, à accélérer leur activité, à se développer en France et parfois aussi à l'international, comme je disais tout à l'heure. Et donc, petit à petit, on montre que c'est possible d'y arriver. Et évidemment, malgré les barrières extérieures qui sont existantes, nous, on essaye en tout cas de réduire un maximum en donnant les ressources qu'il faut.
Alors justement, pour abattre ces barrières des plus jeunes âges, est-ce que l'ambition, ça peut s'apprendre dès l'école? Alors j'y crois parce que je pense qu'on a besoin d'inculquer cet état d'esprit entrepreneurial et ça peut être dès le plus jeune âge. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai compris que je pouvais être entrepreneur en intégrant cette école de commerce. Oui. Et je pense qu'on a vraiment des profils entrepreneurs dans nos quartiers. Moi j'ai grandi dans un environnement où il y avait la débrouillardise, où on s'entraidait, où on était entre nous pour régler les problématiques du quotidien. Trouver un mécanicien, on arrivait à le trouver dans le quartier. On vendait des petites choses entre nous. Donc on se débrouillait finalement. Et donc cet esprit d'entrepreneur, il existe. Maintenant, à nous de le booster, à nous de leur donner les ressources pour avancer. Développer l'esprit entrepreneurial des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers et ailleurs, c'est ce que vous faites à Oie. On va continuer à en parler avec vous dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Allez, on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Awa Dramé. Et Awa, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Alors Jeanne, on est à la veille des vacances scolaires, tout le monde a hâte et vous nous proposez vos recommandations pour un été qui fait rimer culture avec tech et loisirs. Absolument, les trois, mon capitaine. Alors d'abord, pour commencer et pour ceux qui resteront à Paris, eh bien une exposition au Grand Palais, une expo immersive et gonflée. L'exposition la plus fun et instagrammable de l'été où tous vos sens seront sollicités sur le thème des ballons, oui, avec des piscines à boules géantes où on peut plonger, sauter, nager, il y a de la fumée, des écrans immersifs, une salle aux 1000 lucioles, un canapé géant
géant. L'exposition s'appelle Euphoria. C'est le rendez-vous de l'été, donc pour les parents et pour les enfants. Et ça dure jusqu'au 7 septembre, donc on peut y aller y retourner. Moi, j'adorais. Magnifique, merci beaucoup. Et niveau lecture, qu'est-ce que vous avez comme ouvrage à nous conseiller? Alors, une bande dessinée, j'aime bien, ça vous le savez. Cerveau augmenté, homme diminué, s'appelle-t-elle. Elle tire toute sa profondeur de la pensée de son auteur. Qui est-il? Le philosophe Miguel Benassayag. Et lui, en fait, il explore en noir et blanc les grandes questions portées par l'intelligence artificielle et que l'auteur considère comme la 4e grande blessure narcissique de l'histoire de l'humanité. Après, notamment, Copernic, qui nous montre que notre Terre n'est pas au centre de l'univers, Darwin qui nous dit qu'on descend du singe, et Freud qui dit qu'on ne se connaît pas soi-même, finalement, l'IA achève cette humiliation de notre humanité. En montrant bien que notre intelligence est loin d'être indépassable, qu'on se tienne pour 10 Philippines. Et si on n'est pas du tout du genre BD? On peut lire un livre aussi intelligent, Métamorphose de l'intelligence. Il s'appelle et il est signé de la philosophe Catherine Malabou. C'est toute une pensée, là aussi philosophique sur l'intelligence, qui entend lutter contre la technophobie qui est répandue parmi les intellectuels, très répandue. Toute intelligence, dit-elle, est par nature artificielle, c'est-à-dire que sinon elle serait héréditaire. On voit bien, moi j'ai eu 2 parents brillants et je n'ai pas hérité de ces qualités. Mais pas du tout. La preuve en est. Bref, elle parle aussi de la plasticité cérébrale, qui ne sera bientôt plus seulement humaine, quand les systèmes d'IA créeront leur propre code, créeront leur propre système et en étant en permanence évolutifs. Tout sous abri, peut-être. Alors justement, les écrans, dans tout ça, Jade, des connexions nécessaires ou connexions intelligentes? Intelligentes, forcément, sinon on ne nous regarderait pas. Bah oui. Mais en plus de School TV, vous pouvez faire un tour du côté de nos confrères d'Arte et d'une nouvelle émission, Fantasia, qui explore la création IA en donnant parfois la parole aux artistes. Alors parmi eux, on peut citer le compositeur Benoît Carré. Lui, il fait reprendre Stromae à Edith Piaf et ça appartient au genre de l'anthologie avec un H. C'est des œuvres qui ont l'apparence du passé. On peut aussi voir dans cette émission un faux documentaire sur la nature qui devient humaine avant de nous remplacer. Il faut dire que c'est le thème du siècle. Et je ne pouvais pas ne pas mettre à la fin un petit lolcat, parce que j'adore ça, mais que l'artiste Bohéman transforme en une matrice parallèle de l'espace démultiplié, mi-céleste, mi-vestige sous-marin. On est toujours sur le topos de la ruine, évidemment, avant de boucler avec, on va le voir revenir, le petit chat qui a l'air légèrement hystérique et dépressif à la fin de cette vidéo. En tout cas, la qualité de cette émission, elle dépend de la qualité des vidéos qui est montrée, donc je vous conseille de la regarder. Merci beaucoup pour cette considération intéressante et importante. Il y a des lolcats. Donc, c'est l'été, il faut lolcater. Merci. Dernière demande avant que vous terminiez votre passionnante chronique. Il serait évidemment utopique de penser que les adolescents, et d'ailleurs nous-mêmes aussi, s'éloignent de leur smartphone cet été. Alors, est-ce que vous avez des suggestions stimulantes de ce côté-là? Oui, on termine avec 2 comptes Insta à consommer sans modération sur l'histoire de l'art. Alors, on commence avec Marcos Mendel. Lui, c'est un virtuose de la 3D et de l'IA. Il nous fait littéralement entrer par une porte temporelle dans les chefs-d'œuvre du passé. La Chambre bleue de Van Gogh, dont la fenêtre donne sur la nuit étoilée de 1889. Puis, hop, on prend la porte et on arrive dans l'univers surréaliste de Dali, avec ses formes informes, avec ses horizons lointains, mais aussi les menaces qu'elle porte. Ses œuvres, son célèbre éléphant qui arrive aux pattes démesurées et frêles, sur lesquelles il peine à trouver l'équilibre. Et puis, enfin, voilà, je vais vous parler de mon coup de cœur, de mon petit préféré, Baptiste Pic, il s'appelle. Lui, il anime les peintures du passé également, avec des petits détails décalés et que je trouve absolument délicieux. Alors, notamment cette femme, dans le train d'Edward Hopper, qui reçoit une petite visite imprévue, inopinée, de Superman qui est légèrement addict, Zeus qui fait un petit passage chez le barbier au barbershop pour avoir manché en été, et encore ces reines qui se transforment en pissenlit, où on le verra, voilà, hop, en sapin lumineux. Comme c'est joli, elle nous souhaite les meilleurs vœux. Et voilà, plein de love sur vous pour cet été. On se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup, Jeanne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça, moi? Voilà, vous avez de quoi faire pendant cet été. Exactement. Vous êtes d'accord à moi? C'est clair. Allez, on met ça sur notre liste. Et d'ici là, on lance ensemble la deuxième partie. Lolé. On lance la deuxième partie du talk, toujours avec notre invitée, évidemment, Awa Dramé, fondatrice de Time to Start. Alors, effectivement, on a commencé à parler en première partie du talk de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez commencé à faire, en tout cas, ces dernières années avec Time to Start dans les quartiers, depuis 2016. On a parlé aussi
du fait d'apprendre l'ambition quelque part, ou en tout cas d'essayer de l'enseigner à partir de l'école. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Le mentorat aussi, c'est quelque chose que vous proposez chez Time to Start. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place ou qui devrait être mis en place, en tout cas de manière plus généralisée, plus importante à l'école, pour que chacune prenne confiance en soi et puisse peut-être, au fil des années, développer des projets entrepreneuriaux comme ceux que vous soutenez aujourd'hui? Oui, c'est clair. On sait qu'aujourd'hui, le réseau, le fait de bien s'entourer, c'est aussi un facteur clé de succès. Et je pense que de pouvoir proposer des mentors dès le plus jeune âge, c'est une belle opportunité. Nous, par exemple, avec Time to Start, on propose à la fin de l'année d'incubation de mobiliser un mentor qui fait partie de notre réseau d'entreprises partenaires et qui va suivre l'entrepreneur sur son évolution. Donc, c'est un lien un peu affectif finalement qui se crée entre l'entrepreneur et le mentor et ça crée à la fois du réseau, ça permet à l'entrepreneur de ne pas se sentir seul parce que ça c'est aussi important, de pouvoir bien s'entourer et puis c'est une belle opportunité de pouvoir finalement confronter au quotidien ses idées avec quelqu'un d'expérimenté. Est-ce que c'est pas une association, c'est une start-up? Comment est-ce que vous avez imaginé votre modèle économique? Pourquoi pas une association? Alors c'est une association. Ah d'accord. C'est une association loi 1901. Donc aujourd'hui on est soutenu à la fois par des partenaires privés type KPMG France, BNP, SFR et d'autres. Et puis on a aussi des financeurs publics comme BPI. Voilà. Qui vous permettent de vivre, de continuer justement à aller un peu partout dans les territoires. D'ailleurs, c'est intéressant, vous êtes partout en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est partout en France avec quand même une grande majorité de nos entrepreneurs qui viennent de la région Île-de-France. D'accord. Et on a aussi une promotion au Sénégal qui a été lancée, qui a commencé en fait il y a 2 ans à peu près. Dans certains territoires, c'est pas qu'on ne veut pas réussir, c'est que parfois on ne se pose même pas la question. Justement, quand on parlait d'ambition, c'est quoi les principaux freins à cette ambition que vous remarquez en France comme en Afrique? Alors pour moi, franchement, une des clés, c'est l'accès à l'information. J'en parlais tout à l'heure, parce que finalement, on n'est pas au courant. Je vous donne mon exemple vraiment personnel. Je ne savais pas que j'avais la possibilité de faire une classe préparatoire, par exemple, d'intégrer une grande école. On a en fait un peu ce chemin qui est tracé. On suit un peu les grands frères, les grandes sœurs qui ont fait l'université, mais on ne sait pas finalement les opportunités qui existent. Et c'est un peu la même chose sur l'entrepreneuriat. On a un écosystème qui commence à grandir, on a un écosystème d'investisseurs, d'acteurs de l'accompagnement, mais finalement, plus on se rapproche des quartiers, moins il y a une connaissance de cet écosystème-là. Et on doit vraiment démocratiser l'accès à l'information pour que les personnes puissent entreprendre dans les meilleures conditions possibles. Et il y a aussi un sujet de dynamique entrepreneuriale. Dans certains territoires, on n'a pas d'incubateur, on n'a pas d'événements liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est très parisien, finalement, quand on regarde les grands événements liés à l'entrepreneuriat. Et donc, il faut qu'on arrive à recréer cette dynamique entrepreneuriale au cœur des quartiers. Et puis après, il y a d'autres barrières. Je parlais tout à l'heure de l'accès au financement, qui est une vraie problématique. Aujourd'hui, et notamment quand on est une femme, c'est plus compliqué. Encore aujourd'hui, malheureusement, d'accéder au financement, d'accéder aux prêts bancaires. Et donc, ce sont des barrières réelles qui existent. Et on se doit, en fait, à travers les outils qu'on propose, de réduire, en tout cas, ces difficultés. Je vous en prie, Jeanne, mais je vous en prie, posez votre question. Est-ce que vous accompagnez aussi éventuellement les reconversions professionnelles ou avec des gens qui sont un peu plus âgés? Alors, il faut savoir que nous, avec Time to Start, oui, on ne fait pas réellement de sélection sur l'âge ou le profil. Donc, on a une grande mixité et je pense que c'est aussi une de nos forces en termes de profil qu'on touche. On peut effectivement avoir des personnes qui sont en reconversion. On a des personnes qui sont au RSA, au chômage, des personnes qui sont sans emploi. On a des étudiants aussi qui entreprennent. Donc, on a une grande mixité. Après, c'est vrai que notre ADN, il est très orienté sur les quartiers. On a 70% de nos entrepreneurs qui sont issus des adresses dites quartiers politiques de la ville. Maintenant, voilà, on essaie quand même d'avoir une mixité. Vous accompagnez donc des centaines de projets. Aujourd'hui, vous êtes décoré aussi de l'Ordre national du mérite, mais vous semblez avoir une vision très personnelle de la réussite. Pour vous, c'est quoi réussir? Vous avez 4 heures. Alors déjà, je pense que la réussite, c'est très personnel. Chacun a son regard sur la réussite. Ça peut être rendre fier sa famille, ça peut être lancer son entreprise, ça peut être réussir ses diplômes. Je trouve que c'est un caractère très, très individuel, la réussite. Et donc, ce que je dis à chaque entrepreneur que j'accompagne, à eux de se fixer l'objectif.
Nous, on va les accompagner pour atteindre ces objectifs, mais chacun détermine ce qu'il voit de la réussite et des succès. D'ailleurs, on a des ambitions qui sont très différentes. On a des personnes qui veulent juste être micro-entrepreneurs, et je trouve que c'est déjà une belle ambition. Ouais. Mais on va au bout de cette ambition, et on a des personnes, comme j'ai dit, qui veulent développer leur activité, qui veulent créer de l'emploi, qui veulent être la future licorne. Donc, on a tout type d'ambition et donc tout type de réussite. Vous êtes aujourd'hui une des figures, chère Awa, à parler d'inégalités systémiques dans le monde des startups. Est-ce que c'est un rôle difficile à porter aujourd'hui? Est-ce que vous avez parfois l'impression, en tout cas, de déranger? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je dérange, mais en tout cas, j'assume effectivement mes positions. Aujourd'hui, il y a des réalités qui sont là. On doit faire face à des discriminations quand on est issu d'un quartier populaire. On a des freins qui sont plus forts, ça c'est une réalité. On a, comme je l'ai dit, un environnement qui est moins dynamique. Donc moi j'essaye en tout cas de manière réaliste, objective et plutôt dans le bon sens du terme, en tout cas de prendre la parole sur ces sujets pour interpeller, pour montrer aussi qu'il existe un réel potentiel, des vrais talents dans nos territoires. Donc si je dérange, c'est pas grave. Je voudrais qu'on parle aussi, parce que si vous dérangez en France, vous dérangez peut-être un peu moins en Afrique. Ce lien avec l'Afrique, il est important dans votre trajectoire, dans votre vision. Qu'est-ce qui se passe justement au Sénégal? Alors, naturellement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus de la diaspora. Évidemment, moi, j'ai une attache particulière, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mes parents ont quitté la Mauritanie pour nous donner un avenir ici en France. Donc, il y a quand même cette attache avec le continent africain qui est très important, qui est très fort. Donc, ça s'est fait assez naturellement, finalement, ce développement en Afrique. J'interviens, par exemple, aussi en Mauritanie sur certains sujets. Et au Sénégal, en fait, finalement, les problématiques qu'on ressent en France, elles sont également présentes en Afrique. Donc, ce besoin de recréer du lien avec l'écosystème, ce besoin d'accéder au financement, ce besoin d'être accompagné, il est existant. Et donc, du coup, naturellement, on s'est positionné. Après, de manière déjà, embryonnaire, puisqu'on a une petite promotion, une petite promotion d'entrepreneurs au Sénégal. Mais voilà, ça se passe très bien et on a l'ambition de faire plus. Et puis, il y a un point aussi important, c'est qu'on a des entrepreneurs qui ont des projets en lien avec l'Afrique, en lien avec leur pays d'origine. Et donc, du coup, cette connexion, elle se fait de manière assez naturelle. Ça les aide. Bon, en tout cas, c'est tout le succès qu'on vous souhaite, évidemment. Awa, merci infiniment d'avoir été merci à vous. Parmi nous aujourd'hui et d'être passé par le plateau de l'École du Futur. Merci aussi à notre chroniqueuse, Jeanne Dreyfus. C'était la dernière de la saison pour vous. On est évidemment très triste. Mais on vous revoit très prochainement. Bien sûr. Je compte bien évidemment vous revoir pour toute la rédaction de School TV qui sera ravie de vous retrouver. Merci également à vous de nous avoir suivis, à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve pour la dernière de la saison qui aura lieu demain. Merci beaucoup. Ciao, à demain.